Bonjour à toutes et à tous, merci de nous être fidèles au rendez-vous de Faites une pause, votre magazine hebdomadaire sur RCF Sarthe. Au sommaire, aujourd'hui, Jean de Falandre du comité des forêts nous parlera de l'importance du débroussaillement en ce début de printemps. Nous retrouverons le CIRFA du Mans pour évoquer les recrutements de l'École nationale des sous-officiers d'Active. Puis notre sortie de la semaine nous emmènera à Ballon-Saint-Marc pour la 29e édition des peintres dans le bocage. Allez, on prend la direction de la forêt pour démarrer cette émission. Et nous retrouvons aujourd'hui Jean de Falandre du comité des forêts. En cette fin du mois de mars, on évoque un sujet qui est important, voire très important pour la vie des forêts. Je parle bien sûr du débroussaillement, puisqu'on est en plein là dans la période du débroussaillement. Donc on va peut-être expliquer l'importance de cette action pour agir finalement contre les feux de forêt une fois que les températures seront bien élevées dans quelques semaines, quelques mois. Exactement. Vous vous souvenez sûrement, on a eu en Sarthe différents grands feux qui ont marqué un peu les mémoires un peu nos mémoires de Sarthois. On a eu sur Télocher et Mulsanne, on a eu deux gros feux à 4-5 ans d'écart. Et il y a 2 ans, on a eu un très gros feu en Sud-Sarthe, Maine-et-Loire, limite Sud-Sarthe, vers Baugé en Anjou, qui a brûlé plus de 1000 hectares. Sur ce feu-là, il y a aussi eu un très gros feu il y a plusieurs dizaines d'années maintenant en forêt de Bercé sur la commune de Marigny-l'Aillé. Donc la Sarthe est un département extrêmement sensible au feu. Alors tous les coins de la Sarthe ne sont pas aussi sensibles, évidemment. Le Sud-Sarthe y est très sensible parce qu'on va être plutôt sur des sols sableux avec du pin maritime. Dès que vous allez en ouest Sarthe ou en est Sarthe, je pense à Vibré, qui sont des forêts plus feuillues et donc avec un risque incendie beaucoup plus faible. L'ouest Sarthe, un petit peu pareil. Et puis le nord, on se rapproche un peu de la Normandie avec une pluviométrie un petit peu plus importante et des sols assez différents. Mais c'est vrai qu'on a toute cette moitié sud de la Sarthe qui est extrêmement sensible au risque incendie. Oui, Et voilà. donc, Oui. qui dit risque incendie va dire qu'il faut essayer de lutter contre. Et comment est-ce qu'on fait en tant que particulier? Parce que là, je vais principalement m'adresser aux personnes qui ont des habitations proches de la forêt ou au milieu de la forêt. Maintenant, on a eu, il y a 40 ans, on a eu beaucoup d'habitations qui se sont vraiment construites au milieu de la forêt. Et donc, c'est un cadre de vie qui est exceptionnel. Néanmoins, c'est extrêmement compliqué pour les pompiers lorsqu'il y a un incendie, puisqu'ils vont développer des moyens humains très importants pour lutter contre le feu, pour éviter que la maison ne brûle. Et donc, c'est autant de moyens humains qui ne seront pas, qui seront pris pour préserver la maison et qui ne seront pas utilisables pour la forêt. Pour la forêt ou pour essayer de limiter le feu, puisque leur objectif sera de préserver la maison. Alors, pour l'instant, ça se passe comme ça. Après, c'est important de savoir que dans le sud de la France, les gens qui ne réalisent pas le débroussaillement, et j'y viendrai juste après, les pompiers ont dit que si les gens ne réalisent pas le débroussaillement, les pompiers n'essaieront même plus de lutter, de protéger la maison. Elle sera d'office non protégée. Donc c'est quelque chose qui est très fort et les assurances sont en train d'aller aussi dans ce sens-là en disant que si la maison n'est pas débroussaillée correctement et qu'il y a un incendie, ils n'assureront plus, ils ne se porteront plus garant pour l'assurance à ce niveau-là, pour la reconstruction de la maison. Donc c'est quelque chose qui est très fort, qui prend de plus en plus d'importance et donc donc il faut en parler. Donc le débroussaillement, en quoi ça consiste? Ça consiste en fait à supprimer la végétation basse, c'est-à-dire entre 0 et 2 mètres, à 50 mètres tout autour de la maison. Et la réglementation, la loi va très loin, il y a des cas, il y a plusieurs cas où vous avez votre terrain et votre maison au milieu, mais votre terrain ne fait pas 50 mètres tout autour de la maison et vous pouvez par exemple être au milieu de la forêt et donc avoir à débroussailler pour les 50 mètres chez votre voisin. Et la loi vous autorise à aller débroussailler 50 mètres tout autour de la maison même si le terrain appartient à un autre propriétaire. Alors, évidemment, l'idée c'est de faire les choses en bonne intelligence, c'est de contacter évidemment le voisin pour dire voilà, je pense à beaucoup de maisons qui sont au milieu des landes, au milieu des landes de pins maritimes avec beaucoup de fougères ou de végétation très basse qui sont très inflammables. Et ça peut être intéressant de pouvoir de contacter le propriétaire pour essayer de faire un petit débroussaillage de 50 mètres autour de son habitation pour préserver son habitation. L'idée, et j'insiste dessus, n'est pas de couper tous les arbres et de faire un terrain de golf à ras avec un grand gazon de 50 mètres autour de la maison. L'idée,
et plus d'éviter un continuum forestier, c'est-à-dire d'avoir que des arbres qui se touchent en hauteur, ou avoir que de la broussaille qui se touche à entre 0 et 3 mètres et qui vont jusqu'à la maison, parce que là, si le feu vient, ce sera très très compliqué de protéger la forêt. Et ensuite, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut protéger la biodiversité. On se retrouve où on est fin mars, en avril, on va commencer à avoir des oiseaux qui vont commencer à nicher. Et donc, c'est important de le faire en ce moment. Quand vous voulez le faire au mois de juin en disant, tiens, il commence à faire chaud, c'est le moment qu'il faut faire, c'est malheureusement trop tard. Parce que en le faisant, on peut mettre le feu. Il y a beaucoup de feux qui sont créés par inadvertance lorsqu'on tronçonne ou on va utiliser du matériel mécanique. Et donc, c'est vraiment en ce moment, au mois de mars, qu'il faut le faire. Et il faut le faire rapidement, puisqu'après, il y a des arrêtés préfectoraux qui peuvent interdire de tailler les haies pour préserver les oiseaux qui peuvent nicher dedans. Et donc, c'est vraiment le bon moment. Donc, c'est pour ça que je suis très heureux d'en parler aujourd'hui sur RCF. Ouais, on aura bien compris en tout cas l'importance de faire ce débroussaillage là, pour la sécurité des incendies évidemment, mais aussi pour la protection de la biodiversité et l'importance de le faire en ce moment même. Mais du coup, en termes de technique, est-ce que c'est compliqué pour un particulier de faire cette opération-là? Qu'est-ce que ça implique finalement pour les propriétaires de forêt? Non, c'est évidemment pas compliqué. Alors, il faut toujours être un petit peu équipé. Tout est facile quand on est équipé, vous me direz. Mais il faut, ça va vraiment dépendre de la végétation que vous avez. Si par exemple c'est de la fougère, un bâton peut suffire. On appelle ça bâtonner la fougère. Si c'est du genêt ou etc., ça peut plutôt se faire ça peut plus facilement se faire avec une débroussailleuse, un rotophile à lame ou quelque chose comme ça. Et après, si c'est des arbres un petit peu, alors les arbres, je viens dessus, je répète un peu ce que je dis. Hein. L'idée n'est pas d'aller couper les arbres. Vous pouvez pas aller couper les arbres chez le voisin. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez en couper la végétation basse entre 0 et 2 mètres. C'est sûr que si c'est une régénération de pins maritimes, votre voisin ne sera pas forcément très content et donc vaut mieux essayer de le contacter. Mais une tronçonneuse peut aussi faire l'affaire. Donc c'est vraiment à s'adapter selon le contexte. Oui. Oui, c'est ça. Puis, comme vous l'avez dit, on rappelle, il y a 2 ans maintenant, la Sarthe avait vraiment été touchée par ces feux de forêt. Bon, l'été dernier, le département a été un peu moins impacté, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut oublier cette opération aujourd'hui. Exactement. Personne ne sait comment sera la pluviométrie, parce que c'est surtout la pluviométrie qui va impacter, qui a un impact assez fort sur les départs de feu. Comment sera la pluviométrie entre mai, juin, juillet, août, donc personne ne le sait. Et donc il faut rester vigilant et il faut se préparer, pas au pire, mais il faut faire en sorte que si la forêt doit brûler, elle n'attaque pas les maisons et elle ne mobilise pas des pompiers, parce que ça qui est vraiment important. Les pompiers ne sont pas millions, ils font un travail formidable, mais ils ont besoin de personnel. Et quand vous avez un feu et que vous mobilisez 50, 100, 200, plusieurs centaines de pompiers, et que vous en mobilisez la moitié pour préserver des maisons, c'est autant de pompiers qui sont pas disponibles pour protéger la forêt. Et donc après, la surface ne fait que s'étendre par manque un petit peu de moyens. Merci beaucoup, Jean de Falandre, de nous avoir rappelé aujourd'hui l'importance du débroussaillage en forêt. Eh bien, tout simplement pour agir contre les feux de forêt qui peuvent subvenir avec les fortes températures. Et puis, on se retrouve bien évidemment dans quelques semaines sur RCF Sarthe. Avec joie. RCF Sarthe, la joie se partage. Vous êtes toujours à l'écoute de Faites une pause sur RCF Sarthe. On prend maintenant la direction des Deux-Sèvres avec le centre de recrutement de l'armée de terre du Mans. Nous retrouvons maintenant notre rendez-vous mensuel avec le Centre d'information et de recrutement des forces armées, le CIRFA du Mans. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'adjudant-chef Denis Nils, chef de centre pour l'armée de terre. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, adjudant-chef, on parle aujourd'hui du recrutement des sous-officiers d'origine directe. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Donc, les sous-officiers d'origine directe dans l'armée de terre sont formés à l'École nationale des sous-officiers d'actifs, donc le NSOA, à Saint-Mexan.
accès à l'école. C'est le point unique de formation en fait de nos sous-officiers de recrutement direct. Donc, qu'est-ce qui est dispensé comme formation au sein de cette école ? C'est une école de commandement. Les jeunes qui intègrent le NSOA vont recevoir une formation au commandement militaire, formation à la mission opérationnelle, à l'entraînement physique aussi, puisqu'on forme nos futurs chefs de groupe de combat, à la formation aussi académique et puis au commandement au sein d'une unité militaire. Voilà, puisque ces jeunes, au bout des 8 mois de formation, sont destinés à commander un groupe d'une dizaine de personnes. Et ce, peu importe la spécialité pour laquelle ils auront été retenus. Voilà. Donc tous les 8 mois, ça veut dire qu'il y a plusieurs formations dispensées par an et plusieurs promotions par an. Tout à fait. Donc à l'heure actuelle, on est sur 4 promotions d'intégration par an. Ça va changer à compter de la rentrée. Donc on aura 5 promotions, mais la formation est réduite de 2 mois puisqu'on passera sur une formation à 6 mois. Donc une fois que la formation militaire, je dirais, est acquise et validée, après les jeunes sergents, puisqu'ils sortent directement avec le grade de sergent, partiront en école de spécialité, donc au titre de la spécialité pour laquelle ils auront été retenus. Puisque je précise, peu importe la spécialité pour laquelle le jeune sera retenu, alors ça va des 15 grands domaines d'activité qu'offre actuellement l'armée de terre, c'est-à-dire qu'on va parler des branches combattantes, les branches d'infanterie, d'artillerie, de cavalerie ou même du génie, mais également tous les autres domaines d'activité, de la maintenance, de la logistique, de l'informatique, tout ce qu'on a besoin en fait pour faire fonctionner l'armée de terre. Un panel de métiers qui est très large finalement. Oui, tout à fait, qui est très large. Le jeune, lui, va s'engager donc au titre de sa spécialité et à l'issue de sa formation de 8 mois, c'est après les 8 mois qu'il choisira en fonction de son classement, de ce qui vient de se passer durant les 8 mois, qui choisira son régiment. C'est-à-dire qu'au départ, il ne sait pas où il va servir. Oui, il n'y a pas de forme classique, on va dire, on postule quelque part, on est pris ou pas. C'est vraiment le classement qui détermine. Exactement, c'est le classement au titre de sa spécialité. Je prends un exemple, il y a 40 postes de sous-officiers pour la partie informatique, par exemple. Et ben, on fera sera établi un classement du 1er au 40e. Et en face, il y aura 40 postes de proposés. Voilà. Donc ça, c'est pour la sortie de le NSOA. Pour l'entrée, comment on y entre justement dans cette école, on ne l'a pas précisé, mais qui est basée dans les Deux-Sèvres. Comment on y entre ? Donc c'est un recrutement pour la partie recrutement direct qui s'effectue avec un bac validé. Donc comment on y rentre ? On vient nous voir, nous dans un CIRFA, alors soit directement, soit en passant par le site s'engager.fr avec le système de prise de rendez-vous. Et puis il s'établit avec le candidat un premier contact. Donc on travaille son projet ensemble et puis on passe aussi à une partie administrative, je dirais, dans l'ouverture d'un dossier de recrutement. Et dans tout ce cadencement en fait du parcours du recrutement va arriver le moment de partir en évaluation. C'est-à-dire que nos candidats, peu importe là on peut même élargir la nature du recrutement, doivent passer en évaluation. Pour nous, au niveau du Grand Ouest et du Mans en particulier, les candidats se font évaluer au centre de sélection de Rennes, au GRS Nord-Ouest de Rennes, pendant 2 jours. Donc que vont-ils faire pendant ces 2 jours ? Donc vous avez, on va dire, 5 séquences, 5 phases. Une phase d'information encore sur l'armée de terre et puis de formalité administrative. Une visite médicale qu'il faut prendre ma foi comme une sélection médicale. Ensuite, des tests sur informatique, donc des tests psychotechniques, des tests de français, des tests de logique, des tests de personnalité aussi. C'est important pour nous d'avoir sur des aspects qui nous intéressent le profil de personnalité du candidat ou de la candidate. Tests d'anglais. Ensuite, bien évidemment, des tests de sport, donc qui s'articulent autour de 3 épreuves. Une épreuve de course à pied qui s'appelle le luc léger. Une épreuve de renforcement musculaire, donc les tractions pour les garçons, et puis du tirage de poulie sur un appareil de musculation pour les filles, et puis une épreuve de squat. Et se termine donc la partie évaluation par des entretiens de motivation avec des évaluateurs. Donc une fois que ces évaluations sont complètes, nous on reçoit le profil du candidat et ça va être notre base de travail pour la partie après d'orientation justement. Profil sous-officier avéré, très bien. Et ensuite, en fonction aussi des diplômes académiques du candidat et de ses souhaits, et ben voilà, vers quelle spécialité le candidat ou la candidate souhaiterait servir et puis on le fait postuler, on oriente son dossier. Et puis pour plus d'infos, évidemment, ne pas hésiter à se rapprocher de vous auprès du CIRFA, rue du Docteur Leroy, au Mans. Tout à fait, oui. On le rappelle, merci beaucoup, adjudant-chef Denis Nils, d'être venu nous parler de l'ENSOA, l'école des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexon, l'école aujourd'hui. À bientôt. Merci à vous. Merci d'être avec nous dans Faites une pause. Il est l'heure de sortir vos toiles et pinceaux.
Nous sommes de retour dans le Maine Cœur de Sarthe aujourd'hui pour notre sortie de la semaine avec Charlotte Potier, animatrice touristique de l'Office de tourisme Maine Cœur de Sarthe. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Charlotte, vous nous présentez aujourd'hui la 29e édition de l'événement Les Peintres dans le Bocage. Ça se passe les 31 mars et 1er avril du côté de Ballon-Saint-Marc. Oui, donc c'est notre concours de peinture qui existe depuis 30 ans sur le territoire, qui revient à Ballon. Donc c'est la commune qui a vu naître la manifestation il y a 30 ans. Donc on espère avoir une très belle édition cette année. Racontez-nous un peu le principe de ce concours, en quoi ça consiste. Oui, donc c'est un concours de peinture en plein air avec des peintres qui viennent beaucoup de Sarthe, mais aussi de Bretagne, de région parisienne et un peu de la Mayenne et aussi de Normandie. Donc ils peignent ce qu'ils souhaitent dans la commune, ils s'installent au gré de leurs inspirations et puis la remise des prix est faite le lundi à 17h. Et ce sont 50 peintres qui seront présents cette année ? Oui, donc actuellement on a 47 peintres inscrits, donc on est presque aux 50 et on sait qu'on a toujours quelques peintres supplémentaires qui s'inscrivent le jour même, donc on aura nos 50 peintres cette année. Et donc peinture libre, hein, les peintres amateurs ou pas d'ailleurs, ça peut être des professionnels ? Oui, nous on accepte peintres amateurs, professionnels ou toutes les personnes qui veulent venir peindre, on accepte tous les formats, toutes les techniques et tous les supports. Vous n'êtes pas obligé de peindre sur une toile. L'année dernière, on a quelqu'un qui a peint sur un capot, un vieux capot de voiture et qui a été primé aussi. Donc voilà, faut vraiment laisser libre cours à son inspiration. On accepte tout tant que le sujet représenté fait partie de la commune de Ballon-Saint-Marc. Sujet libre, mais il faut que ce soit inhérent à la commune quand même. Voilà, c'est ça. Quels sont un peu les sujets qui peuvent être peints du côté de Ballon-Saint-Marc ? Quelles inspirations pourront avoir ces différents peintres ? Alors on a beaucoup de patrimoine bâti sur Ballon, évidemment. On a le donjon de Ballon qui est la figure de proue de la commune qui se traitera de très belles toiles. On a un très joli patrimoine bâti ancien et de très beaux points de vue avec des paysages sur toute la campagne. Donc entre nature et patrimoine, le choix sera varié. Mais il n'y a pas que le concours, il n'y a pas que la peinture, puisqu'il y a différentes animations qui sont organisées aussi autour du concours. Oui, donc on a l'exposition de peinture des peintres qui sont présents au concours qui aura lieu donc durant les 2 jours à la salle des fêtes qui est place de la République à Ballon. Donc on a une trentaine de peintres qui vont exposer durant tout le week-end. Et puis pour les enfants, on a aussi une animation avec un concours de dessin pour les enfants qui se déroule uniquement lundi. Puis on a également le concert, donc un concert d'une formation de jazz, 4 musiciens et une chanteuse. Donc ce sera dans l'église Saint-Médard le dimanche à 15h. Donc voilà, faut pas hésiter à venir. Toutes les animations qu'on propose sont gratuites. Et puis pour les plus curieux, on aura 2 autres expositions. Donc une sur les lieux de mémoire en Sarthe, une exposition qui a été créée par l'association Patrimoine et Lavoir en Sarthe, qui reprend toute l'histoire des monuments commémoratifs sartois. Et puis un artiste qui vient nous proposer une installation, c'est l'atelier de peintre en cadeau. C'est un artiste de Mamers, qui vous propose d'entrer dans son univers. Donc je n'en dis pas plus, il faudra venir découvrir cet atelier du troll le dimanche 31 mars et le lundi 1er avril. Donc ne pas hésiter évidemment à aller du côté de Ballon, mais cet événement, les peintres dans le bocage, c'est toujours un moment apprécié du public qui vient nombreux chaque année ? Oui, c'est vraiment un esprit convivial qui règne tout le week-end puisque tous nos visiteurs peuvent aller à la rencontre des artistes qui sont en train de peindre en plein air. Donc il y a beaucoup d'échanges qui se créent, des rencontres. Donc voilà, on a un bel événement, c'est familial, c'est convivial. Donc je vous invite tous à venir nous retrouver à Ballon-Saint-Marc. Et pour celles et ceux qui veulent un petit peu plus de renseignements, on peut vous contacter à l'Office de tourisme ? Oui, n'hésitez pas à me contacter. Donc c'est le 02 43 27 35 30. Eh bien, merci beaucoup Charlotte Potier de nous avoir présenté aujourd'hui la 29e édition des Peintres dans le Bocage. Je rappelle, c'est les 31 mars et 1er avril du côté de Ballon-Saint-Marc. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Faites une pause, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie une nouvelle fois de nous être fidèles chaque semaine et je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de RCF Sarthe.